Et bien cette fois-ci, c'est le coup d'envoi. On va démarrer. Les retardataires pourront toujours nous rejoindre en cours de route, sachant que quand même midi 3, c'est un retard raisonnable. Bonjour à tous, aux quelques-uns qui nous ont rejoints depuis que j'ai déjà fait les présentations. Vous êtes arrivés à ce webinaire d'énergie partagée. Et si on se partageait l'énergie entre voisins? C'est un webinaire dans lequel on va parler d'autoconsommation collective. C'est un moyen de distribuer de l'électricité renouvelable. Euh, les animateurs de la journée sont Laurine et moi. Nous faisons partie du réseau Géclair, le réseau Grand Est de l'énergie citoyenne. Et ma foi, vous embarquez, attachez vos ceintures, c'est parti. Pour commencer, quelques petites règles. On est ensemble pour 1 heure. On va tout faire pour tenir l'horaire. On vous encourage à vous renommer avec votre prénom, votre structure et votre numéro de département. Voilà, vous pouvez le faire en cliquant soit sur participant et ensuite en faisant un clic droit sur vous, vous pouvez vous renommer ou alors sinon en faisant un clic droit directement sur votre image, sur votre figure ou votre icône si vous n'avez pas mis votre caméra. Normalement, ça fonctionne. Vos micros sont désactivés. On va pas pouvoir tout de suite vous permettre de tous parler en même temps parce qu'on est heureusement et malheureusement très nombreux. Par contre, pour les questions, on vous encourage à les poser dans le chat au fur et à mesure. On va y répondre au fil de l'eau. C'est-à-dire que si vous avez une question qui vous taraude, n'attendez pas la fin de la visio pour la poser, parce que le risque, c'est qu'à la fin de la visio, on vous dise au revoir et que vous ne puissiez pas traiter la question. Donc voilà, c'est la personne qui ne parle pas qui s'occupera de la modération des questions. Et il faudra bien sûr, si vous avez besoin d'intervenir ou de reposer votre question à l'oral, penser à réactiver votre micro à ce moment-là. Voilà. Merci à tous pour votre participation. En tout cas, on se réjouit d'avoir là, que vous soyez là aujourd'hui. Vous avez devant vous le déroulé, ce dont on va parler aujourd'hui. Et on commence par une introduction pour laquelle vous êtes mis à contribution. On a envie de savoir un petit peu d'où vous venez. Est-ce que c'est de France métropolitaine, d'étrangers? Je lance un petit sondage qui va vous permettre de dire d'où vous venez. Voilà. Pour ceux à qui ça fonctionne, je vois qu'il y a déjà des réponses qui se mettent en place. Voilà. Et il y a 2 questions sur le sondage. Ça vous permet d'une part d'avoir de nous avoir une répartition géographique. À l'heure qu'il est, c'est Auvergne-Rhône-Alpes en tête. Et ça J'ai nous pas mal permet. en Occitanie aussi. Mhm. Et la deuxième question permet de savoir si vous êtes collectif citoyen, collectivité, particulier, etc. Allez, c'est parti pour les résultats. Voilà, donc merci aux participants d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Centre-Val de Loire, qui sont nombreux, d'Île-de-France, d'Occitanie, Pays de la Loire, les départements bien représentés. Dis donc, on a 2 animateurs de Grand Est, mais une seule personne connectée de chez nous. Et on a essentiellement des personnes venant de collectivités et des professionnels. Voilà, merci pour vos réponses. Les intervenants du jour, je vais me présenter. Non, on va essayer d'être poli. Je vais laisser Laurine se présenter en premier. Eh ben, bonjour tout le monde, rebonjour. Laurine, donc je travaille avec Benoît donc, dans le réseau Géclair, le réseau de l'énergie citoyenne en Grand Est, et moi je suis plutôt basée sur l'ex-région Lorraine, principalement. Et moi, c'est Benoît Roy. Je suis plutôt les collectifs sur le territoire alsacien pour ma part. Voilà, mais nous faisons partie d'un réseau régional, mais il y en a plusieurs. Vous voyez ici sur la carte de gauche le découpage d'énergie partagée et les logos des différentes têtes de réseau. Voilà, énergie partagée, c'est le mouvement national de l'énergie citoyenne. C'est un mouvement qui milite pour l'énergie. L'énergie citoyenne, c'est un monde où les projets sont portés par des citoyens, par des collectivités, avec un fort ancrage territorial. Il y a déjà 400, on recense déjà 480 projets citoyens en France. Vous avez la carte en bas à droite. À noter que ce qui est en jaune, c'est le photovoltaïque. Et à gauche, vous avez les antennes régionales du réseau énergie partagée qui permettent d'avoir un ancrage territorial à l'association nationale. On va commencer par le
le label énergie partagée. Je vous ai dit, voilà, l'énergie partagée, c'est un monde où les habitants, les collectivités prennent leur part dans la production d'énergie renouvelable. C'est un peu flou et finalement, on a un label qui a été créé par Énergie partagée, qui s'appelle le label énergie partagée, hein, du nom du mouvement, avec 5 piliers qui permettent vraiment de définir si qu'est-ce qu'un projet citoyen et qu'est-ce qui va nous permettre de dire si un projet est citoyen ou pas. Les 5 piliers sont l'intérêt territorial, par la présence forte et diversifiée des acteurs locaux, publics et privés dans l'actionnariat, la gouvernance partagée. Toutes les décisions au sein de la société de projet sont prises de façon démocratique et transparente. La dynamique locale, faire travailler les compétences locales et rechercher la mobilisation du territoire. L'écologie, le projet s'inscrit dans une démarche de réduction des impacts environnementaux et des consommations d'énergie. Et enfin, finances éthiques et citoyennes, rémunérer l'épargne des ménages et les capacités d'investissement des collectivités grâce aux énergies renouvelables. Ce sont les 5 dimensions qui sont importantes et ce sont les avantages aussi d'un projet citoyen une fois qu'il a émergé sur votre territoire. Voilà, s'il y a déjà des questions, vous pouvez nous en faire part. On était jusqu'ici sur des considérations assez généralistiques. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de l'autoconsommation collective désormais. Voilà, c'est parti. On va commencer par une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. L'électricité est quelque chose qui se commercialise. Il y a des logiques de marché, des logiques de contrat, de vente, d'achat, de fourniture, etc. Il y a jusqu'ici quelque chose qui fonctionnait bien. C'était la vente totale qu'on pourrait comparer au marché de Rungis. Donc, c'est des marchés où on va vendre nos marchandises sur sur quelqu'un qui ensuite l'achète. Euh, on a le modèle de l'autoconsommation individuelle. Dans ce cas-là, on va installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du site qui va consommer l'électricité. C'est un petit peu comme si vous faisiez un potager sur votre terrasse ou dans votre jardin à côté de chez vous. Voilà, pour se donner des repères. Et aujourd'hui, on va parler d'autoconsommation collective qui pourrait ressembler à une AMAP. Voilà, et le système est vraiment là, c'est-à-dire qu'on va avoir un système qui va rassembler des consommateurs, des producteurs, dans lequel ils vont pouvoir faire leurs transactions pour pouvoir s'échanger dans un circuit court, une marchandise qui n'est pas des fruits, des légumes, des yaourts et des fromages, mais qui sont de l'électricité. Voilà, à savoir que tout ça se fait à travers le réseau et que la répartition est virtuelle. On n'a pas de moyen de prouver que l'électricité qui est produite par le producteur va aller vers le consommateur numéro B, puisqu'on a la chance d'avoir un réseau qui est partagé et il n'y a pas un réseau qui va se créer physiquement entre le producteur et le consommateur. Mais ce sont les flux, c'est un système de comptage finalement qui vont faire que l'électricité qui est produite à un endroit va être comptabilisée comme consommée dans un autre endroit. On va regarder ça avec des images un peu plus proches de l'électricité. On fait intervenir un réseau électrique et des panneaux photovoltaïques. Dans le modèle de la revente totale, qui a bien fonctionné jusqu'à il y a quelques années, mais qui est mise à mal en ce moment, tout ce qui était produit était injecté et vendu sur le réseau à un obligataire qui achetait l'intégralité de la production d'un producteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ensuite on a parlé de l'autoconsommation individuelle. Donc là, on voit une flèche qui ne va pas directement vers le réseau. L'électricité qui est produite va au bâtiment, au consommateur qui est en dessous des panneaux photovoltaïques. Et on peut avoir l'option ou pas que le surplus soit ensuite mis sur le réseau. Et quand on dit mis sur le réseau, ça veut dire si possible vendu. Aujourd'hui, on va vous parler d'autoconsommation collective. Alors là, suspense, dans quel sens vont être les flèches? Il y a deux types hein, d'autoconsommation collective, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas tout seul. Dans le cadre de l'autoconsommation collective directe, les panneaux photovoltaïques vont produire et envoyer l'électricité directement sur le réseau. Dans le cadre de l'autoconsommation collective indirecte, on se rapproche de celui de l'ACI, l'autoconsommation individuelle, où l'électricité va d'abord être consommée sur le site et ensuite
envoyés sur le réseau pour aller commercialiser l'électricité aux voisins. Dans ce cas-là, dans le cadre de l'autoconsommation collective, les électrons, l'énergie qui est commercialisée va utiliser le réseau public d'électricité. De ce fait, on va payer ce qu'on appelle la TURP, qui est un peu comme un péage, voilà, qui permet de financer, d'entretenir le réseau, qui a un droit de passage pour pouvoir utiliser le réseau Enedis ou autre pour pouvoir faire transiter l'électricité. Voilà, donc on a parlé de la notion de producteur, de consommateur. Je vous ai pas encore beaucoup parlé de la dimension territoriale, mais l'autoconsommation collective se fait dans un territoire bien défini. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble des producteurs, des consommateurs. Voilà, là on a un producteur un peu plus conséquent, un professionnel. Mon entreprise a installé un petit parc au sol sur 3000 mètres carrés. Eux ne consomment pas chez eux. Tout est vendu sur l'électricité. On vend d'abord l'électricité au village d'à côté dans l'opération d'autoconsommation collective. Mais cela ne permet pas de valoriser toute l'électricité qu'on produit. La production non consommée sur place est vendue à Enercop. On passe du côté des consommateurs. Nous avons ici une personne qui ne pouvait pas mettre de panneau chez elle, peut-être parce qu'elle était locataire, peut-être parce que son toit ne s'y prêtait pas, etc., mais qui souhaite malgré tout se fournir une énergie renouvelable. Grâce à l'autoconsommation collective qui a été mise en place à côté de chez elle, elle peut consommer une énergie solaire locale qui vient en complément de l'électricité fournie par son fournisseur classique. Quand on est en autoconsommation collective, notre contrat ne remplace pas celui de notre fournisseur habituel, mais il vient en plus, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre consommation qui va pouvoir être prise sur l'opération d'autoconsommation collective, mais pas tout. On a besoin de garder notre fournisseur historique, notre approvisionneur, voilà, qui s'occupe de nous fournir de l'électricité quand il n'y a pas de soleil, notamment la nuit, etc., pour faire tourner vos frigos la nuit. On est bien content qu'il y ait une personne qui s'occupe de nous fournir l'électricité quand il n'y en a plus. Dans une boucle d'autoconsommation collective, a priori, on partage l'électricité entre voisins. Par défaut, on peut avoir un diamètre maximal de 2 km entre les deux personnes les plus éloignées dans la boucle d'autoconsommation collective. Dans cette boucle, il y a un ou des producteurs, il y a un ou des consommateurs. En tout cas, toutes les personnes qu'on va faire participer à la boucle doivent être dans un périmètre défini, mais il n'est pas forcément de 2 km. On a des dérogations qui permettent de les augmenter à 10 km, 20 km, voire même au-delà dans des cas particuliers. On rentrera dans le détail plus tard. Enedis. Alors, vous pouvez retenir qu'à chaque fois que je parle d'Enedis, vous pouvez retenir entreprise locale de distribution ou régie locale ou ES si vous êtes à Strasbourg ou la SICAE de votre coin. En tout cas, Enedis n'a pas le monopole de la distribution de l'électricité en France. Donc, par simplicité, on va dire Enedis parce que c'est quand même eux sur 95% du réseau en France. Mais voilà, vous avez le droit d'entendre à la place d'Enedis la personne qui s'occupe de ça dans votre secteur si ce n'est pas Enedis. En tout cas, Enedis n'a pas vocation à intervenir avec chaque producteur, chaque consommateur pour faire le comptage de l'électricité qui a été produite, de l'électricité qui a été vendue, de à quel prix, de à quel moment, etc. Il nous faut pour cela créer une personne morale qu'on appelle PMO, personne morale organisatrice. C'est l'entité juridique qui va réunir en son sein tous les participants, qui va établir les règles, les contrats, où est consommé, quel est le consommateur prioritaire, le producteur prioritaire, etc. Et qui va être finalement l'interlocuteur d'Enedis dans l'opération euh, d'autoconsommation collective. Sur cette slide-là, je passe la main à Laurine. Oui. Alors, du coup, c'est une petite slide pour vous parler un petit peu des réglementations qui ont eu lieu pour l'autoconsommation collective. Donc, depuis 2016, puisque c'est en 2016 qu'on voit un peu les premières traces de décrets, de lois et de choses qui sont sorties au niveau de l'ACC. Donc, en fait, techniquement, on peut en faire depuis 2016, mais petit à petit, ça a évolué et ça... Le but, c'était de rendre de plus en plus accessible l'autoconsommation collective. Et il y a une vraie accélération, surtout depuis 2-3 ans. En 2016, c'était beaucoup plus lent à se mettre en place et c'était beaucoup moins commun qu'aujourd'hui.
Là, ça fait vraiment 2, 3 ans. Donc petit à petit, il y a plein de choses qui sont sorties. Par exemple, des notions d'ACC étendu et de périmètre. Donc tout à l'heure, on a vu le périmètre d'une ACC que c'était 2 kilomètres. Donc en fait, ces 2 kilomètres, c'est plus ou moins un diamètre. En fait, c'est les deux personnes les plus éloignées dans la boucle qui doivent être au maximum à 2 kilomètres l'une de l'autre. Donc que ce soit des consommateurs ou que ce soit des producteurs, c'est vraiment 2 kilomètres maximum les deux plus éloignés. Donc c'est une sorte de diamètre. Et bien par exemple, il y a eu des dérogations en 2020 pour étendre ce périmètre à 20 kilomètres en fonction. En fait, tout ça c'est en fonction du code INSEE de la ville, donc de la densité de population. Donc plus une ville a un code de densité élevé, plus on considère qu'il y aura assez de consommateurs sur ces 2 kilomètres. Et du coup, le périmètre, c'est bien 2 kilomètres, mais quand c'est en zone très rurale, on va considérer que les gens sont donc éloignés les uns des autres un peu plus, donc avec une densité donc, plus faible, et donc du coup le périmètre pourrait être étendu à 20 kilomètres. Et aussi, s'il y a la présence ça c'est assez nouveau, ça date de l'année dernière, s'il y a la présence d'un SDIS, donc d'une caserne de pompiers, ça étend directement la boucle d'ACC à un périmètre de 20 kilomètres, et ça même dans une grande ville avec une densité de population très élevée. Et il y a eu aussi, donc en 2023, une autre dérogation un peu intermédiaire avec une densité de population intermédiaire, donc des zones un peu périrurales, périurbaines. C'est des dérogations à 10 kilomètres. Donc en fait, on peut faire 2, 10 ou 20 en fonction de la densité de sa ville. Euh, et ensuite, en 2025, on a établi une limite. Enfin, en fait, on avait déjà établi une limite de 3 mégawattheures. C'est la limite de puissance à l'intérieur d'une boucle d'ACC. Et en fait, on l'a rehaussée en 2025 et c'est devenu 5 mégawattheures. Et il y a eu aussi un assouplissement de ces règles de dérogation et de périmètre. Par exemple, pour faire en sorte qu'une collectivité puisse étendre son périmètre, non pas à 2 kilomètres, mais à l'ensemble, en tout cas, par exemple, si c'est une communauté de communes, l'ensemble de la communauté de communes ou alors l'ensemble de son patrimoine. Le but, c'était vraiment d'assouplir les règles pour les collectivités à ce niveau-là. Et là, en 2026, il y a encore eu des évolutions. C'est vraiment en constante évolution. Et celles-ci, en plus, elles sont super récentes parce qu'elles datent de la semaine dernière. Exactement. Et il y a des nouvelles règles de répartition d'énergie, mais ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure quand on parlera de répartition de l'énergie en autoconsommation. Et le but, c'est vraiment de renforcer un petit peu, de faire évoluer le cadre, en tout cas, vers des choses qui sont plus actuelles et voilà. Pouvoir en tout cas faire en sorte de continuer à faire de l'ACC. Voilà pour cette petite slide. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que l'autoconsommation collective est encore en cours de construction. Finalement, c'est un Ouais. dispositif qui est assez récent. Il y a encore des évolutions réglementaires régulières. Et donc, si vous souhaitez vous lancer là-dedans, il est de bon goût de trouver un endroit où vous pouvez trouver vos réponses et suivre les évolutions. Il y a notamment des canaux chez Énergie Partagée pour les adhérents qui permettent de faire ça. Il y a aussi la ressource photovoltaïque.info, hein, l'Observatoire national du photovoltaïque, qui est tenu par l'association ESPUL, qui permet du coup de suivre les évolutions réglementaires et de se maintenir à jour. Un projet d'autoconsommation collective est un projet d'énergie renouvelable à part entière, c'est-à-dire qu'a priori, pour produire de l'énergie en autoconsommation collective, vous avez déjà besoin de produire de l'énergie. À ce titre, on va vous présenter les grandes étapes d'un projet d'énergie renouvelable et les particularités qui sont apportées par l'autoconsommation collective. Euh, pour savoir quel est le productible, en général, hein, c'est la première étape d'un projet. On a envie de développer l'énergie renouvelable. On va identifier des toitures ou des terrains sur lesquels il y a du soleil, il y a du vent, il y a un potentiel de production d'énergie renouvelable. C'est le moment de faire de l'animation locale, hein, si vous êtes un collectif citoyen. Voilà, d'aller parler aux habitants pour essayer de constituer un groupe local, d'aller sensibiliser. Déjà, pourquoi pas voir un petit peu les modalités, parler gouvernance, etc. Là, on est vraiment dans la première étape d'un projet d'énergie renouvelable.
Ensuite, au moment de la réalisation, il y a la mise en place administrative. C'est le moment d'aller voir des partenaires, des installateurs, des financeurs, des banques, des assureurs, etc. Une fois que l'installation a été mise en place, hein, une fois que la centrale a été raccordée, c'est le moment de faire la fête, hein, on aime bien chez Énergie Partagée, célébrer ce qui se passe bien. Ça permet d'avoir une vraie dynamique de groupe, ça permet de faire vivre le projet, ça permet de communiquer, de donner envie de se lancer pour le projet suivant. Les inaugurations sont un très très bon moyen de faire ça. Et puis ensuite, ça, c'est des étapes qu'on retrouve tout le temps. Dans l'autoconsommation collective, il y a un travail un peu plus fin, un peu plus conséquent à mener lors de l'exploitation. C'est-à-dire que d'office, toute l'électricité n'est pas vendue sans qu'on ait de travail à faire. Il faut donc piloter l'opération, faire rentrer et sortir des personnes, des consommateurs, des producteurs dans la boucle d'autoconsommation collective, chercher un nouveau projet, il faut gérer le surplus, gérer les contrats, la maintenance, etc. Et puis quand on est en exploitation, c'est le moment aussi de penser au projet suivant. C'est intéressant quand on a réussi un projet de profiter de l'effet qui a été créé localement pour essayer de trouver des nouveaux potentiels et lancer une nouvelle éolienne, une nouvelle grappe de projets photovoltaïques, etc. Voilà, ça c'était quelques introductions sur l'autoconsommation collective. On est rentré un peu dans le vif du sujet avec ce paragraphe b.a.-ba. Si vous êtes justement un peu baba ou un peu bouche bée, n'hésitez pas à poser des questions. Ça peut, voilà, c'est des termes assez techniques. On a le temps de revenir sur certaines notions, sur certaines définitions, etc. Et puis peut-être que nous, on a trop l'habitude des acronymes. Donc si on a écorché des mots que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, surtout à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Je vais vous parler maintenant de l'intérêt, de quelques avantages, des raisons qui sont plus qu'importantes, elles sont capitales, pour lesquelles il est important de se lancer dans les circuits courts de l'énergie, dans l'autoconsommation collective. Voilà, vous avez le paragraphe ici et on va détailler un petit peu ces 6 raisons. Maîtriser les gisements locaux, il y a un sondage de l'Odoxa qui a été fait récemment qui disent que 59% des Français sont favorables à l'installation des panneaux solaires sur leur toit, mais seulement 14% l'ont fait ou vont le faire. Donc on est plutôt sur le volet des particuliers là. Euh, c'est dommage. Il y a beaucoup de personnes qui sont favorables à l'installation. Globalement, le photovoltaïque, en tout cas, est une énergie qui est plutôt appréciée, qui est pas trop mal vue. Beaucoup de personnes souhaiteraient prendre part, etc. Mais voilà, pour des raisons de confiance envers l'installateur, pour des raisons de temps, pour des raisons de manque de connaissances, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas le pas. Et en fait, l'autoconsommation collective peut être un moyen de faire ça, puisque du coup, on peut confier sa toiture à, par exemple, un collectif citoyen ou en tout cas une PMO un producteur qui va aller installer une centrale photovoltaïque sur un gisement. Et ensuite, cette électricité va pouvoir être utilisée par la personne qui habite la maison, voire même par ses voisins. La notion de pouvoir finalement séparer, décorréler le producteur et le consommateur donne des nouvelles opportunités, à savoir qu'on peut produire l'électricité sur un endroit pour le consommer à un autre endroit. Et ça, c'est vraiment un frein intéressant qui a été levé. Ça peut permettre d'aller valoriser des toitures ou des terrains qui sont sous-exploités ou pas encore utilisés pour des énergies renouvelables. Deuxième intérêt, maîtriser une partie de sa facture. Donc là, je prends le premier argument est plutôt pour les ménages. Là, on voit le prix, l'évolution du prix de l'électricité pour les ménages ces dernières années. Et si je m'adresse plutôt à des collectivités ou des professionnels, on va parler de logique de marché. En fait, au-delà de sécuriser, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une électricité moins chère, on peut, grâce à l'autoconsommation collective, s'offrir de la visibilité. Voilà, c'est le montage de chaque boucle est particulier, mais il y a des collectifs citoyens qui disent, bah nous, on vous dit dès le début quels seront les prix de l'électricité pour les 20 années qui viennent. Voilà, on part sur un prix de l'électricité par exemple à 12 centimes du kilowattheure et on vous donne une augmentation de 2% par an. Donc vous savez, maintenant en 2026, l'installation qu'on inaugure, vous connaîtrez le prix en 2035 de votre électricité dès maintenant. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui est capable de prédire les prix de l'électricité dans 5 ou 10 ans.
Voilà. Toute l'électricité qu'on va consommer sur la boucle d'autoconsommation collective, les tarifs sont négociés via la PMO avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller discuter avec la personne qui va produire l'électricité. En plus, c'est un voisin. Donc vous avez toutes les chances de pouvoir aller le rencontrer de vive voix ou de le connaître et vous mettre d'accord avec lui sur le prix auquel vous allez vous échanger vos électrons. J'ai tendance à dire, vous, comme consommateur, vous pouvez aussi être producteur. Si vous êtes collectivité, collectif citoyen, vous pouvez passer du côté des producteurs aussi. Troisième intérêt, agir concrètement et collectivement près de chez soi. Un sondage indique que 86% des Français sont inquiets vis-à-vis du changement climatique. Et un des meilleurs remèdes à l'anxiété climatique, c'est de passer à l'action, de vous impliquer dans un collectif citoyen, de mettre des panneaux chez vous, d'aller voir vos voisins, etc. En général, quand on est plus nombreux, on est moins seul, on est moins démunis, et c'est quand même vraiment un bon levier que de travailler collectivement, hein. C'est l'essence même du réseau énergie partagée, que de mettre ensemble des producteurs, des professionnels, des particuliers, des citoyens, des collectivités, pour ensemble devenir producteurs d'énergie renouvelable. Voilà, ne restons pas chacun chez nous, mais travaillons tous ensemble pour le développement de l'énergie renouvelable. Quand on est dans une boucle d'autoconsommation collective, en général, on est beaucoup plus sensible au moment où il y a de l'électricité. Souvent, il suffit de regarder par sa fenêtre, de regarder s'il y a du soleil. On sait que là, il y a de la production et on va pouvoir essayer, ça peut devenir un jeu dans certains cas, hein, de faire coller notre consommation électrique à la production électrique. Beaucoup de collectifs citoyens qui sont entrés dans le domaine du photovoltaïque y ont pris goût, se disent voilà, bah là c'est intéressant d'aller charger ma voiture en journée cette semaine où je suis en télétravail. C'est intéressant de programmer mon lave-vaisselle pour qu'il démarre à 14 heures et non pas à 19 heures, etc. Parce que c'est le moment où d'une part il y a beaucoup d'électricité qui sera produite et d'autre part c'est le moment où il y a moins de consommation aussi. Une étude d'Enedis qui date un petit peu, hein, 2020-2021 me semble-t-il, indique qu'on aurait besoin de 61 milliards d'investissements sur le réseau Enedis sur la période 2021-2035 pour intégrer la production variable et non pilotable. C'est un des principaux arguments en défaveur des énergies renouvelables, c'est on ne on pense ne pas pouvoir les piloter. Faut pas oublier qu'il y a un vrai moyen de pilotage sur la consommation. C'est assez facile sur une partie de nos consommations en tout cas, de changer les heures à laquelle on va avoir nos consommations et du coup d'aller essayer de consommer sur de l'heure solaire. Voilà, c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour la transition énergétique et c'est même bon pour les investissements nationaux. Réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Je vous ai mis là le graphique de corrélation entre le prix de l'électricité sur les marchés européens et le prix du gaz. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les marchés européens, en général, le prix de l'électricité est donné par la dernière centrale qu'on a besoin de mettre en route pour produire de l'électricité. Euh, Et en général, on commence par les énergies renouvelables, le nucléaire, et puis à la fin, on a besoin de lancer des centrales à gaz pour faire le complément, là où il nous manque un petit peu d'électricité. Et du coup, c'est bien souvent ces centrales-là qui vont donner le prix de l'électricité sur les marchés européens. Euh, et c'est pour ça qu'on se dit qu'avec toute la partie en autoconsommation collective, où les contrats de vente d'électricité sont gérés en direct entre des consommateurs et des producteurs, échappe à cette logique. Il faut savoir aussi que 86% de l'énergie qui est consommée dans l'Union européenne est importée. Voilà, vous avez les sources de ces articles-là sur le lien qui n'est pas cliquable, mais en tout cas, j'ai au moins cité le nom des articles. Voilà, c'est-à-dire que toute l'électricité qu'on arrive à produire chez nous, on n'a pas besoin de l'importer de Russie, de Chine, d'Afrique, etc., des États-Unis. Euh, c'est assez intéressant finalement de produire de l'électricité localement pour pouvoir réduire nos dépendances dans le système international aux énergies fossiles. Et le dernier volet qui parfois est oublié, l'autoconsommation collective n'est pas qu'un outil économique, ça peut devenir un outil de solidarité.
12% des ménages sont en précarité énergétique en France. Euh, je citerai ici le modèle des AMEP, dont je ne sais plus l'acronyme par cœur, mais vous pouvez aller voir le site amep.co. Finalement, c'est des boucles d'autoconsommation collective dans lesquelles on ne va pas commercialiser l'électricité, mais l'offrir à des personnes qui en ont besoin sur notre secteur. C'est une vraie volonté aussi du mouvement énergie partagée, c'est de ne pas oublier les personnes qui ont qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à approvisionner l'électricité dont ils ont besoin pour vivre décemment. Donc voilà, on peut faire émerger des solidarités territoriales grâce à l'autoconsommation collective. Voilà, je regarde où on en est au niveau de l'heure. S'il y a une ou deux questions sur ces slides-là, je peux la prendre. Sinon, ça va être le moment de passer le micro à Laurine pour qu'elle vous donne quelques exemples. Eh ben, j'en profite par rapport aux questions parce qu'en fait, la discussion est désactivée, donc les gens peuvent pas mettre leurs questions dans la discussion. Mais en dessous, il y a le petit onglet Q et R pour questions et réponses. Donc, il y a certains qui ont déjà posé des questions ici, mais pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez venir les poser dans la partie Q et R et pas dans le chat. Et du coup, Benoît, si tu veux, c'est par là pour répondre aux questions des gens. J'en ai déjà répondu à certaines. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et on peut passer à la partie Zoom sur. Sauf s'il y a des questions auxquelles tu veux qu'on réponde à l'oral. À ces Alors, moi, questions. je vais répondre à la question des acronymes. Ouais. Enercop, je ne saurais pas répondre en direct à quel tarif ils revendent l'électricité, ils achètent l'électricité, pardon. Par contre, les acronymes, vous faites bien de me rendre attentif à ça. La PMO, personne morale organisatrice, et la personne morale, donc la personne, mais pas la personne physique, hein, une association, un collectif citoyen, une collectivité, une société qui va être l'interlocuteur entre Enedis et les producteurs et les consommateurs. Enedis ne veut pas répondre à chaque personne de manière individuelle. Elle a besoin d'une personne qui est son interlocuteur pour gérer ensuite les contrats, la répartition de l'électricité, etc. Et le TURP, c'est la taxe sur l'utilisation du réseau public d'électricité. C'est quelque chose, c'est ce qui permet d'entretenir notre réseau Enedis et c'est une taxe qu'on va payer à chaque fois qu'on fait circuler des électrons sur le réseau public. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de payer quand on est dans le cadre de l'autoconsommation individuelle. Mais c'est pas forcément un avantage puisque c'est ce qui va permettre de financer la rénovation de notre réseau et avec notamment les énergies renouvelables, il y a parfois besoin d'augmenter, de changer, de modifier, de revoir un petit peu le fonctionnement de notre réseau public. Voilà, je passe la parole à Laurine. Du coup, eh ben, on va faire un petit zoom sur un projet en particulier, mais du coup, il y a plusieurs types de boucles. Benoît, il en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on va avoir des boucles patrimoniales. Donc, la boucle patrimoniale, c'est une boucle qui va être, par exemple, une collectivité va faire une boucle d'autoconsommation collective sur tous ses bâtiments. Donc, ça peut être avec l'école, avec la mairie, avec la salle polyvalente, mais en tout cas, tous les producteurs et tous les consommateurs de la boucle appartiennent à la même entité, qui peut être la collectivité ou alors tout autre organisme qui gère un patrimoine. C'est ce qu'on appelle donc une boucle patrimoniale. Une boucle ouverte, c'est à partir du moment où on va permettre à d'autres personnes et d'autres bâtiments dont on n'est pas propriétaire de venir dans la boucle. Donc ça peut être des citoyens, des habitants en tant que consommateurs ou en tant que producteurs. On peut ouvrir la consommation à ces citoyens. Et la différence avec une boucle coopérative et citoyenne, c'est que du coup, on va ouvrir aussi la boucle d'autoconsommation à des citoyens, mais ils vont pas seulement être producteurs ou consommateurs, mais ils vont réellement faire partie de la gouvernance du projet, ils vont faire partie du projet et vont pouvoir prendre des décisions, vont pouvoir investir de l'argent, mais aussi investir de leur temps, participer à des réunions et vraiment faire partie prenante du projet et de la gouvernance du projet. C'est un petit peu la différence avec une ACC ouverte où juste les citoyens seraient de simples consommateurs. Dans une société, dans une coopérative citoyenne, ils prennent des décisions, ils peuvent ou non d'ailleurs être consommateurs. En vrai, il y a plusieurs moyens de faire de faire participer en tout cas les citoyens à une boucle d'ACC. Et du coup, l'exemple que je vais vous parler, qui est dans la slide juste après, super. C'est un petit exemple sur les projets des centrales villageoises de Vesoul-Pinon. Donc, Centrale villageoise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un label de projets citoyens
On est centrale villageoise à partir du moment où on répond un petit peu. C'est à peu près le même label que le label d'énergie partagée dont a parlé Benoît tout à l'heure, avec des critères plus ou moins différents. Mais l'objectif, c'est de réunir plusieurs citoyens donc dans une boucle d'ACC ou pas forcément d'ACC d'ailleurs, parce que le projet dont je vais vous parler, ils ont commencé par faire de la vente totale. Donc dans une coopérative citoyenne, en tout cas à l'échelle de la communauté de communes, et qui va réunir plusieurs habitants. Donc c'est un projet porté par des habitants et porté par des citoyens pour des citoyens et qui répond à des besoins très territoriaux et vraiment ancrés sur le territoire. Donc celui-ci, c'est Centrale villageoise de Vesoul-en-Piémont. Vesoul-en-Piémont, c'est en Lorraine, plutôt vers le sud de la Lorraine, un petit peu au-dessus des Vosges. Vers Lunéville, si ça parle à certaines personnes. Voilà où se situe le projet. Euh, à la base, ils ont initié le projet en 2021. Ils ont commencé à faire de la vente totale parce que le cadre juridique était vraiment plus favorable à faire de la vente totale et pas du tout de l'autoconsommation à cette époque. Ils étaient 11. Ils ont commencé à se réunir, ils se connaissaient déjà, et ils se réunissaient pour pouvoir parler d'un projet qui était social, et ils ont décidé d'aller vers l'énergie renouvelable. Donc chacun a mis un petit peu de capital, et ensuite ils ont ouvert aux autres citoyens, ils leur ont proposé d'investir dans la société de projet. Les chiffres que j'ai en tête là sur les investissements, j'avais écrit environ 600 000 euros d'investissement, et je sais que dans ces 600 000 euros, ils avaient donc réussi à collecter à peu près 100 000 euros des habitants du territoire. Ils avaient pu aussi faire 100 000 euros de prêts à la banque et ils avaient aussi pu faire 100 000 euros d'aide publique de la région, par exemple, et de l'ADEME pour leur projet. Donc, ils avaient vraiment réussi à lever pas mal de fonds pour leur projet. Ils avaient installé 10 toitures réparties sur le territoire pour environ 717 kW pardon, de puissance installée. C'est principalement des bâtiments communaux qui sont équipés, donc école, église, salle des fêtes, gymnase, il y a 95 citoyens qui sont actionnaires. Donc ça, c'est un petit peu la base de leur projet. Et aujourd'hui, donc avec le cadre un peu plus favorable avec l'ACC, ils ont commencé à vouloir ouvrir un petit peu plus et faire une boucle d'ACC. C'est assez récent. Et je veux bien, Benoît, si tu veux me passer la petite slide juste après. Je te remercie. Et donc c'est assez récent parce qu'ils ont commencé à réfléchir à ce projet en 2025 et en fait le premier raccordement pour la boucle d'ACC a eu lieu là en 2026, il y a à peine quelques mois. Donc pour l'instant on n'a pas encore tous les retours d'expérience sur leur projet d'ACC, mais je pense que on va en avoir de plus en plus. Ils ont installé 6 nouvelles toitures. C'est aussi des églises, c'est aussi une église, école et bâtiments communaux. À peu près 300 kW crête de puissance installée, avec un objectif de 85% d'autoconsommation de l'électricité produite. Ça, c'était l'objectif qui s'était donné. Avec les quelques mois où ça a été mis en place, on va sûrement avoir des retours très bientôt sur ces objectifs. L'électricité vendue aux consommateurs à la boucle est de 12,9 centimes. Avec toutes les taxes, ça revient à 15,5 centimes du kilowattheure pour la première année. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans les boucles d'ACC en général. L'électricité est vendue autour de 14 centimes. On est à peu près dans la moyenne de ce qu'on voit habituellement. Ils ont un temps de retour d'investissement de 12 ans. Voilà, ils ont pas mal de fonds propres. Ils ont encore eu des subventions, parce qu'aujourd'hui, Climaction subventionne encore des projets. Tout à l'heure, je parlais de boucle patrimoniale, par exemple. Donc Climaction, c'est l'ADEME et la région, en tout cas en Grand Est, mais j'imagine qu'il y a des dispositifs dans d'autres régions qui sont plus ou moins similaires et qui peuvent aussi financer des projets. En tout cas, certains projets comme des boucles patrimoniales ne sont plus financés, mais les boucles d'ACC citoyennes, on peut encore retrouver des aides, en tout cas dans la région Grand Est pour Climaction. Je pense que ça vaut le coup de se rapprocher un petit peu de sa région pour voir quelles aides peuvent être disponibles pour les boucles d'ACC chez eux. Donc voilà, aujourd'hui, ils ont évolué le modèle pour pouvoir aller vers de l'autoconsommation collective. C'est assez récent. De plus en plus de projets citoyens le font. Et d'ailleurs, tous les projets citoyens qu'on accompagne depuis le début de l'année se vont vers, en tout cas, vers l'ACC et c'est ce qu'on va voir de plus en plus. Voilà, j'ai mis sur la slide le site des centrales villageoises de Vesoul-en-Piémont. Donc, si jamais vous pouvez toujours aller visiter leur site et les contacter si vous avez plus de questions et que vous avez besoin de plus d'infos sur ce petit exemple qui existe, en tout cas en Lorraine chez nous. Alors, ça va être. Alors, ça s'appelle un petit quiz, mais c'est pas vraiment un quiz. Je vais reprendre mes notes.
C'est plus, ça va plus être pour ouvrir des discussions sur des sujets. Donc, il y aura un quiz, vous allez pouvoir répondre à des questions, mais en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est un petit peu des questions en rapport avec la CC, et comment chacun peut se positionner dans la peau d'un porteur de projet. Vous pouvez répondre de différentes manières et où il n'y a vraiment pas de bonne réponse parce que ça dépend du projet et ça dépend de plein de choses. Vous allez voir, il y en a quatre sujets différents, puis ça permet d'introduire des sujets sur la CC. Voilà. Donc, que feriez-vous dans ce cas concret, pardon, où placeriez-vous le curseur? On va passer à ça. Euh, et là, je veux bien que tu m'affiches la slide complète. Ouais, voilà. Du coup, le premier sujet, ça va être en rapport avec le prix de vente qu'on met dans la CC. Donc du coup, quand on commence à faire une boucle d'ACC, on va forcément à parler du prix de vente. Tout à l'heure, je vous ai parlé des centrales villageoises qui vendaient à 14 centimes. Donc, le but du producteur, ça va être de rentabiliser, pardon, forcément son installation. Mais le prix doit ne pas être trop élevé pour que le consommateur y trouve son intérêt. Ça, c'est quelque chose qui va se discuter au sein de la PMO, donc cette fameuse personne morale organisatrice, avec tous les participants. C'est quelque chose qui va se discuter, qui va se discuter, quoi. Donc, si le prix est trop bas, bah, le producteur ne va pas rentrer dans ses frais. Donc, il faut vraiment que ce soit ajusté à ça. Mais si le prix est trop haut, bah, le consommateur a vraiment aucun intérêt à participer. Le producteur, il doit bah, couvrir l'investissement initial, la maintenance, et éventuellement rémunérer des investisseurs s'il y a eu des investisseurs dans le projet. Et le consommateur, bah, il va forcément chercher une électricité bah, moins chère, mais aussi plus stable par rapport au prix du marché. Ce qui est intéressant avec la CC, c'est qu'on peut proposer des prix, un prix en particulier sur tant d'années qui va être indépendant des fluctuations du marché. Donc, on peut voir que les prix varient beaucoup. Et donc, si les prix explosent, entre guillemets, on sait que grâce à la CC, on va avoir quelque chose de stable sur, par exemple, 20 ans. Et peu importe ce qui se passe au niveau du marché, on va pouvoir avoir quelque chose de stable. Mais aussi, certains citoyens cherchent des projets bah, qui ont du sens, c'est-à-dire qui veulent des choses locales, citoyens, environnementales. Donc, en fait, le prix, c'est forcément un critère, mais c'est pas le seul critère. Parce que la valeur locale et le côté un peu environnemental et social est aussi super important quand on cherche des consommateurs dans sa boucle d'ACC. Je fais bien la slide suivante. C'est la slide sur l'espace économique de l'ACC. Donc, c'est un petit peu les tarifs qu'on met. Donc, je disais en général, en moyenne, nous, ce qu'on voit par rapport aux boucles d'ACC des collectifs citoyens qu'on suit, c'est environ du 14 centimes. Donc, en fait, il faut que le prix se situe entre le prix de fourniture, donc c'est-à-dire le prix auquel un consommateur classique va acheter son électricité, par exemple à EDF. Bah, il faut forcément que le prix de la boucle soit moins cher que le prix, sinon le consommateur va acheter à son fournisseur classique, il n'aura pas d'intérêt de participer à la boucle, enfin pas d'intérêt autre que social et environnemental, qui reste quand même un intérêt. Et il faut forcément que ça soit supérieur à EDF obligation d'achat. Parce que quand on est dans une boucle d'ACC, on vend son électricité au consommateur, mais le surplus est vendu à EDF obligation d'achat. Tout ce qui va être surplus, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui n'est pas perdu et qu'on peut valoriser également. Sauf que c'est valorisé par EDF obligation d'achat. La valorisation est vraiment très très faible et plus ça avance et plus c'est faible. Donc le plus important, c'est de pouvoir vendre le plus possible au sein de la boucle d'ACC pour pas perdre trop d'argent non plus. Donc du coup, voilà, le prix que la PMO va décider et va choisir en se mettant d'accord doit se trouver un petit peu entre ces tarifs-là et doit surtout bah, convenir à tout le monde. Et donc ça, c'est le fameux petit quiz. Donc c'est un sujet en rapport du coup avec l'économie et l'ACC. Et, et comment faire? Par exemple, là, le petit cas concret, c'est parmi les producteurs de l'opération, il y a des toitures solaires installées par la commune sur les toits. La collectivité décide que les kilowattheures produits par ces installations sont proposés à des prix plus bas pour que les consommateurs en situation de précarité, enfin, pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Et elle propose que l'ensemble des producteurs de l'opération fassent de même. Parce que quand on définit un prix en ACC, on n'est pas obligé de définir le même prix pour tout le monde. On peut faire comme ça, faire des prix plus bas pour des consommateurs en précarité énergétique, faire des prix plus bas pour des associations. Enfin, on peut définir différents prix. Du coup, on peut se placer le curseur différemment en mettant OK, en disant je suis pour, le prix du kilowattheure est finalement relativement injuste. Euh,
car certaines personnes consomment beaucoup de kilowattheures, mais malgré elles, parce que leur logement est une passoire. Ou alors on peut ne pas être d'accord avec cette affirmation et dire qu'on est dubitatif. C'est pas simple parce qu'on rajoute plusieurs tarifs, ça complexifie un petit peu le modèle. Il existe déjà des aides pour ces personnes. Voilà, on peut être OK ou pas OK avec ça. En fait, c'est deux visions différentes de l'ACC. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une vision qui va être plus pour les prix égaux, une vision qui va être pour le prix équitable. Il y a aussi des choses qui font que ça complexifie beaucoup le modèle de faire des prix différents. Certains modèles dit que disons que dans le premier, on est plus sur quelque chose de clair et de transparent, et dans le deuxième, on est plus sur quelque chose qui va être un outil de politique publique et de positionnement, en tout cas, de la commune. Si par exemple c'est la commune, en tout cas dans cet exemple-là, c'est la commune, c'est un peu un outil de positionnement aussi pour ça. Et du coup, Benoît, je veux bien que tu me passes à la slide suivante. Ouais. C'est un deuxième petit cas. Celui-ci, c'est en rapport avec la participation du consommateur. Donc, en gros, euh, il y a, là, c'est plus une question d'organisation de projet, parce qu'en fait, certains porteurs de projets, certaines PMO décident que c'est nécessaire pour pouvoir être consommateur, d'investir et de prendre une part sociale dans ce que ce soit une association, une SIC, en tout cas dans l'entité juridique. Donc, du coup, certains décident qu'on prend une part sociale. Ici, dans le cas concret, on la met à 100 euros. Certains disent que ça pourrait exclure des ménages précaires, mais que ça permet d'avoir une gestion collective et donc des moyens pour la production. Donc là, on peut encore dire si on est OK ou pas OK. Si on est OK, le but, c'est de dire que c'est beaucoup de charges administratives de créer une PMO et de faire une PMO, et le fait de faire une participation, en tout cas une part sociale pour les consommateurs, ça permet d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir bien porter le projet et d'avoir un revenu pour porter ce projet. Et si on est contre, donc on n'est pas OK, parce que 100 euros, ce n'est pas rien et ça peut être un frein conséquent, donc un frein budgétaire pour les personnes qui auraient envie juste de consommer de l'électricité, mais qui n'auraient pas les moyens d'investir dans une société. Et aussi, pas forcément pas les moyens, mais aussi pas l'envie d'investir et de se sentir vraiment impliqué à l'intérieur d'une société et pas juste consommer de l'électricité moins chère dans la boucle. Voilà, c'est un différent niveau d'implication. Être consommateur et prendre une part sociale dans un projet, forcément, ça n'a pas la même implication. Et pareil, encore une fois, pas de bonne réponse. Nous, on voit des cas différents tout le temps. On voit certains qui demandent de prendre des parts, certains qui demandent de pas de prendre des parts. Il n'y a vraiment pas de bonne réponse. C'est des choses qui sont propres à chaque projet, chaque collectif et chaque. Mais je vois que dans les réponses, c'est plutôt presque du 50-50, on est du 60-40 dans les réponses. Donc là encore, n'hésitez pas à faire des commentaires de pourquoi vous êtes OK, pas OK, dans le chat en tout cas. Et je pense qu'on peut passer à la suivante, et peut-être que la suivante, euh, celle-là elle est importante donc je vais la faire, mais la question d'après, je pense qu'on peut la passer vu l'heure qui va très très vite. La question suivante, c'est la question des règles de répartition. Je veux bien que tu me remettes la slide suivante. On va essayer de la faire rapidement, mais de la faire quand même parce qu'elle est importante. C'est comment on va répartir l'énergie. En tant que producteur, on va répartir l'énergie à des consommateurs. Et donc, il y a plusieurs règles pour faire ça. Et donc, ce qu'on appelle des clés de répartition. Donc, une clé des répartitions statiques, c'est une clé qui va être simple et stable, c'est-à-dire qu'on va dire, il y a un producteur, on va affecter 50% à consommateur A, 25% à consommateur B, 25% à consommateur C. C'est comme ça, c'est une règle et ça va être tout le temps la même chose. Donc c'est pas du tout flexible, mais si on a un gros consommateur dans la boucle ça va être une entreprise, ça va être tout le temps très régulier, et ben on va pouvoir juste appliquer et pas s'embêter entre guillemets, faire une clé statique. Et sinon, on a la clé dynamique. Donc ça, s'adapte à la consommation entre guillemets réelle. Jusque-là, on pouvait l'adapter sur un pas de temps quasiment en direct de 30 minutes, mais depuis le nouveau décret, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va devoir prévoir la veille, ou en tout cas au minimum le jour d'avant. Comment on répartit l'électricité. Donc ça veut dire que les 50, 25, 25 qu'on répartit à nos trois consommateurs, ça peut être vrai le lundi, mais ça peut être une autre répartition le mardi, une autre le week-end, une autre les vacances. Ça permet de s'adapter un petit peu plus à la production réelle et du coup d'avoir moins de surplus.
Globalement, c'est un petit peu comme ça. Et une nouvelle chose aussi, ça va être des clés par priorité. À la place de mettre des coefficients, on va pouvoir dire notre consommateur A, il est toujours prioritaire. Le B et le C, c'est dans tel ordre. Ou alors le C est toujours prioritaire, après le B, après le A. Et en fonction de la conso, ça va être différent. Ça, c'est de nouvelles choses que permettent ce nouveau décret dont je parlais, qui est sorti la semaine dernière. Voilà, pour faire assez rapide sur la petite partie-là. Sur la slide suivante, c'était le quiz qu'on va pas faire. Je pense qu'on va passer à la slide encore d'avant. Celle juste avant, c'était un petit exemple pour montrer que c'est important de varier les profils. Donc, par exemple, on a une mairie qui va consommer beaucoup en journée parce que c'est un lieu de travail, l'école qui va pas consommer le week-end parce que les enfants sont pas à l'école, au contraire de la salle polyvalente qui va fonctionner beaucoup plus le week-end parce que c'est là où il va y avoir des événements qui sont organisés et qui est encore différent d'un profil d'un particulier qui va lui consommer le matin, des fois le midi et beaucoup en fin d'après-midi en fonction de ses horaires de travail. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est hyper important de maximiser le plus possible et de croiser les profils parce que aucun profil ne correspond parfaitement à la production et comme je disais tout à l'heure, le prix de revente du surplus, donc ce qui va pas être consommé dans la boucle, est vraiment relativement faible et donc plus on a de surplus, plus on perd de l'argent, entre guillemets, en tout cas, niveau économique dans la boucle. Voilà. La slide suivante, c'était plutôt la vision d'énergie partagée sur la CC citoyenne. Du coup, sur sa vision, ça va être de faire en sorte que l'ACC, ça reste quand même un dispositif qui est transparent, qui est équitable et qui va permettre au groupe de citoyens de pas vraiment, enfin, de créer des boucles qui ont un rapport avec forcément l'économie du projet, mais de toujours laisser transparaître l'aspect un peu social et l'aspect citoyen, groupe. Voilà, le fait que ce soit un projet ouvert, qui ait une logique inclusive dans le projet, c'est des valeurs qui sont portées par énergie partagée, donc pour en tout cas les boucles citoyennes. Euh, Défense de la péréquation tarifaire nationale et animation de la communauté. Animation de la communauté, c'était pour dire quoi là, on a une boucle d'ACC, mais c'est super important en fait, ça peut devenir un bon, je sais pas comment dire, un bon levier en tout cas pour pouvoir sensibiliser des gens à ce qu'est la transition énergétique, à ce qu'est la sobriété, parce que quand on est dans une boucle d'ACC, on fait attention à faire des économies, à consommer moins, à consommer en adéquation avec la production, donc quand il y a plus de soleil, pour être sûr de consommer des énergies qui sont renouvelables et en plus qui sont locales. Donc du coup, ça permet de faire de la sensibilisation, de partager une boucle. Et en tout cas, les boucles d'ACC qui ont rejoint le groupe d'énergie partagée sont toujours là pour faire des retours d'expérience, participer à des événements, répondre aux questions des autres personnes qui ont envie de se lancer, et ce qui fait qu'il y a une vie de réseau et qui permet de lancer de plus en plus de projets au niveau national et au niveau territoire. Et ce qui est super important pour Énergie Partagée, donc pour nous aussi, par exemple au Grand Est, où on peut compter sur les boucles d'ACC et les sociétés citoyennes qui ont déjà plein de projets. Voilà pour cette slide assez rapide. Et ensuite, c'est toutes les petites ressources euh, qui sont, quand vous aurez accès à ces slides, à ce PowerPoint, vous pourrez cliquer sur les petits liens. Il y a pas mal de ressources, notamment énergie partagée, mais pas que. Il y a aussi Enedis, il y a des vidéos, il y a des choses à lire. Sur la slide suivante, il me semble que je vous en ai mis d'autres aussi, et notamment le site internet des générateurs, qui va être un réseau qui va, eux, ils vont plus accompagner les collectivités à créer des boucles d'ACC, pas forcément sur le volet citoyen. Nous, on intervient quand il y a le volet citoyen, mais s'il n'y a pas de volet citoyen et qu'on parle de boucle patrimoniale, de collectivité, vous pouvez tourner vers le réseau des générateurs. Il y en a dans toutes les régions, donc n'hésitez pas en tout cas à aller sur le site, regarder un petit peu ce qu'ils font et comment ils peuvent vous aider. Un guide de l'ADEME et sur les slides d'après, il me semble que c'est pas mal d'outillage, en tout cas pour énergie partagée. Avec comment être accompagné, comment se former et pas mal de quand même de webinaires et de choses qui sont réservées aux adhérents pour donc des groupes citoyens ou des associations voilà, qui veulent se former et s'outiller en vue d'un projet citoyen. N'hésitez pas à vous rapprocher des structures près de chez vous. Il y a une carte justement dans le premier. C'est la petite carte qu'on vous a montrée au début avec le réseau Géclair et tous les autres réseaux. Donc vous pouvez vous rapprocher en fonction de la région où vous habitez. Voilà, je crois que là, cette fois, on arrive sur la fin des slides. On a- Il est 13h02, on a bien rattrapé le temps perdu. J'espère que je ne suis pas allée trop vite sur ce qui était clé de répartition, répartition de l'énergie et courbe de charge, parce que c'est des notions qui peuvent être un petit peu compliquées. Donc, j'ai peut-être été trop vite. Je ne l'espère pas. En tout cas, on peut continuer à répondre à certaines questions si jamais certaines choses n'étaient pas claires.
Benoît, tu veux qu'on réponde à quelques questions en direct ou si tu veux ajouter quelque chose? Je crois j'ai ressenti pas mal de questions sur l'ACC patrimonial des collectivités et la question d'ouvrir à des particuliers. Est-ce que tu veux nous Ok. faire un petit mot là-dessus? Globalement, patrimonial, donc c'est souvent avec les collectivités. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, bâtiments publics, communaux, en tout cas bâtiments qui appartiennent à la même entité, mairie, école, polyvalent. Et en fait, on parle de ouvert quand on va ouvrir à des citoyens ou des habitants ou des entreprises. Ça peut être la boulangerie, mais du coup, la boulangerie n'appartient pas au patrimoine de la collectivité. Donc, du coup, on ouvre la boucle à ces personnes. Quand on fait une ACC patrimoniale, on n'est pas obligé d'avoir la structure juridique de PMO, parce que la structure de PMO, enfin, c'est pas une structure juridique d'ailleurs. La PMO, c'est un statut, un chapeau que porte une structure juridique déjà existante, donc une asso, une SIC, voilà. Et du coup, c'est la personne morale organisatrice, elle va réunir tous les participants. Mais dans une collectivité, étant donné qu'il n'y a pas plusieurs entités juridiques différentes, il n'y a pas la collectivité, plus les entreprises, plus le groupe de citoyens, plus l'asso, on n'a pas besoin de créer une PMO. Tout peut se faire au niveau de la collectivité et ça réduit beaucoup les démarches administratives parce que c'est vrai que la PMO, c'est quelque chose d'assez lourd et la PMO fait pas mal de choses. Et la PMO, elle est vraiment là pour les boucles ouvertes, pour pouvoir réunir tout le monde sous le même chapeau et pouvoir avoir, comme disait tout à l'heure Benoît, un seul interlocuteur avec Enedis. Donc pour devenir PMO, en fait, il suffit juste d'avoir une structure juridique qui permet de porter ce chapeau PMO et de passer un contrat avec Enedis ou équivalent à Enedis pour pouvoir avoir ce contrat. Je ne sais pas si ça répond à des questions et si c'est ça que vous vouliez savoir. Et ouais, je vois pas mal de questions aussi sur les ACC patrimoniales, mais oui, effectivement, ça simplifie les démarches administratives. C'est seulement qu'il peut avoir moins d'aides, en tout cas là maintenant en 2026, des aides financières de certaines structures comme la région quand les ACC sont patrimoniales. Mais on simplifie pas mal de choses aussi. Certaines collectivités font déjà, enfin moi j'en ai accompagné plusieurs où c'était déjà une boucle patrimoniale au niveau de la commune. Ensuite, une fois qu'ils se sont entre guillemets fait la main avec une boucle d'ACC, ils en ont fait une deuxième et cette fois la deuxième était ouverte aux citoyens. Et ils avaient créé une PMO pour pouvoir gérer ça. Et du coup, ils avaient deux boucles d'ACC, mais la patrimoniale des fois permet de se faire un petit peu la main sur comment fonctionne une ACC. Voilà. Je reprends une autre question qui me paraissait importante aussi par rapport à Enedis, sur comment être transmis les relevés de compteurs. C'est la PMO qui va enfin qui va récolter l'accord de tous les consommateurs, parce que c'est des accords écrits qui doivent être pris, parce que c'est ce qu'on appelle des données sensibles, des données de consommation de chacun. Chacun doit donner son accord. Une fois que les participants ont donné leur accord, on remet ça donc vers le gestionnaire de réseau. C'est la PMO qui va gérer la facturation. Chaque producteur doit facturer à chaque consommateur. Donc en fait, un consommateur, il va avoir sa facture classique avec EDF, avec son fournisseur classique, plus une facture avec la boucle d'ACC. Sauf que dans la boucle d'ACC, s'il consomme l'électricité de deux producteurs, il va avoir deux factures. Donc en fait, le consommateur, il peut se retrouver avec plein de factures. Le producteur, en tout cas la PMO, elle peut se retrouver avec plein de factures à gérer aussi. Et des fois, c'est la chose la plus souvent déléguée, parce qu'il y a certaines structures comme Elocop par exemple, je peux en avoir d'autres que j'ai plus en tête, mais Elocop le fait, et on peut déléguer la partie facturation. C'est un coût évidemment, mais ça permet des fois de moins de se prendre la tête parce que la facturation, c'est la partie la plus difficile, étant donné qu'il y a autant de factures que de producteurs, que de consommateurs, et que des fois, ça peut être un peu compliqué à gérer. Mais voilà comment ça se passe au niveau de la facturation. Mais peut-être que c'est le moment de Ouais, souhaiter bon appétit ouais. aux courageuses Ça va personnes être qui sont bientôt. restées jusqu'ici. C'est vrai. Merci à tous pour votre attention. D'avoir participé à ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec le réseau Énergie Partagée à travers les lettres d'info, à travers les réseaux sociaux, à travers la carte de l'énergie citoyenne qui est en ligne sur le site Énergie Partagée. Merci pour votre attention et à bientôt pour des nouveaux projets renouvelables sur vos territoires. Merci à tous. Bon appétit tout le monde et n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.